moins 21. C'est le score net de popularité de Donald Trump au Texas, l'État le plus rouge du pays depuis presque 30 ans. Alors comment un État qui n'a pas voté démocrate à la présidentielle depuis 1976 se retrouve-t-il en ce mois d'août 2026 à un point d'un basculement complet pour le poste de gouverneur? Non. C'est pas un accident de sondage. Et non, ce n'est pas non plus une bulle médiatique montée en épingle par une chaîne progressiste. Deux questions vont nous accompagner tout du long. Pourquoi est-ce que d'anciens électeurs de Trump, au fin fond du Texas rural, portent aujourd'hui des t-shirts qui disent littéralement qu'ils quittent leur propre camp? Et pourquoi Greg Abbott, l'homme qui a construit sa carrière sur l'alliance avec Trump, panique-t-il soudainement sur un dossier qu'il a lui-même signé de sa main? On va descendre 3 couches, la surface électorale, le mécanisme qui explique cet effondrement et la conséquence qui dépasse largement le Texas. Et pour commencer, un chiffre concret, celui-là même qui a fait bondir toute l'équipe de campagne républicaine du Texas cette semaine. D'après le sondage économiste et YouGov publié début août 2026, Donald Trump plafonne à 34% d'opinion favorable contre 62% de défavorables dans l'ensemble du pays, son plus bas niveau depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais c'est au Texas que la chute est la plus spectaculaire, avec ce fameux score net de moins 20 et 1 point. Regardez bien ça, on ne parle pas d'un État swing traditionnel comme le Michigan ou l'Arizona. On parle du Texas, la citadelle. Et cette citadelle a maintenant 2 courses électorales qui donnent des sueurs froides au camp MAGA. D'un côté, la course au Sénat, où James Talarico progresse contre Ken Paxton, un procureur général texan empêtré dans des poursuites disciplinaires et des accusations de corruption qui collent à sa réputation depuis des années. De l'autre, la course pour le poste de gouverneur où Gina Hinojosa, la candidate démocrate, talonne Greg Abbott à un seul point d'écart. 2 sondages publiés en l'espace de 2 semaines confirment ce chiffre, celui du Texas Recon Poll et celui de Fox News elle-même, une chaîne qu'on ne peut vraiment pas soupçonner de vouloir enfoncer un gouverneur républicain. C'est là que le tableau change, parce que ce chiffre à lui seul ne dit rien du pourquoi. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain dans les comtés les plus rouges du Texas. Et ce qu'on y trouve, c'est un phénomène qui porte désormais un nom, le mouvement Break Ranks. Des électeurs qui ont voté républicain toute leur vie, qui enfilent aujourd'hui un t-shirt avec ce mot dessus et qui disent une phrase simple à qui veut l'entendre: ce n'est pas une histoire de rouge contre bleu, c'est une histoire de droits humains bafoués dans leur propre jardin. Prenez le témoignage de John, un homme d'affaires texan de 75 ans, propriétaire de plusieurs commerces, qui payait ses impôts sans jamais avoir eu affaire à la justice de sa vie. D'après son propre récit, diffusé publiquement, 8 agents de lycée ont débarqué chez lui et emmené sa femme Jasmine, originaire du Venezuela, sans explication donnée sur le moment. Il le dit lui-même, il a voté Trump et il ne recommencerait pas après ce qu'il appelle un fiasco. Voilà un homme qui n'a strictement aucun intérêt politique à inventer cette histoire. Il perd dans cette affaire sa femme et sa confiance dans le système qu'il a lui-même contribué à élire. Attendez, parce que ce détail-là, à lui seul, pourrait passer pour un cas isolé, une bavure administrative parmi tant d'autres qu'on pourrait balayer d'un revers de main. C'est exactement ce qu'on est censé croire. Sauf que ce témoignage s'ajoute à des dizaines d'autres recueillis par la campagne de Gina Hinojosa lors de sa tournée dans le comté de Hood, où des électeurs républicains de longue date lui ont littéralement dit « Testo, vous êtes la première personne à formuler notre problème à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on porte ces t-shirts ». Bon, à ce stade, on pourrait se dire que 3 sondages qui pointent dans la même direction, plus un mouvement citoyen filmé sur le terrain, ça règle la question. Le Texas bascule, point final. Sauf que ça ne tient pas comme explication complète. Parce qu'un sondage mesure une opinion à un instant donné, et un mouvement citoyen peut refluer aussi vite qu'il est monté, ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme qui a transformé cette opinion en colère durable. Et ce mécanisme a un nom précis, Less Data Centers. Vous vous souvenez peu être que Donald Trump répète dans ses meetings la même formule depuis des mois. Les data centers, c'est de l'or liquide, il en faut dans chaque quartier. Il l'a redit lors d'un entretien accordé au Media Punch Bowl le vendredi précédant cette vidéo, en qualifiant d'erreur le fait que le Texas commence à se retourner contre eux. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un deuxième chapitre, presque invisible dans la couverture nationale,
et il change toute la portée du premier. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Greg Abbott a ouvert grand les portes du Texas aux géants de la tech, ce qu'on appelle les hyperscalers. Il leur a offert des exonérations qui représentent plus d'1 milliard de dollars par an, rien que sur les taxes de vente et d'électricité, d'après une analyse indépendante relayée notamment par Community Impact. Concrètement, ces entreprises consomment des quantités massives d'eau et d'électricité dans des zones rurales non incorporées. C'est à dire des territoires qui n'ont même pas de conseil municipal capable de voter une réglementation pour s'en protéger. Aucune protection, aucune taxe et la facture qui grimpe pour tout le monde autour. Résumé en une phrase, les hyperscalers boivent l'eau et l'électricité gratuitement et les voisins, eux, paient plein tarif pour regarder les factures monter. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. Ce n'est pas Washington qui a inventé ce système, c'est Austin, avec la bénédiction de la Maison-Blanche. C'est le cheval de Troie, version texane. Abbott a lui-même ouvert la porte, il a lui-même signé les avantages fiscaux, il a lui-même posé avec les patrons de ces entreprises devant les caméras fin 2025 en promettant plus de data centers au Texas que n'importe où ailleurs. Et maintenant qu'il sent le vent tourner dans les sondages, il annonce début août 2026 un moratoire sur les nouveaux projets, le temps d'auditer ce qu'il a lui-même mis en place. Vous trouvez ça normal, un homme qui audite sa propre décision une fois qu'elle devient un boulet électoral? Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Les défenseurs des data centers ont un point réel. Ces installations apportent de vrais investissements, de vrais emplois de construction et de maintenance, et certaines communautés, en particulier dans des zones économiquement fragiles, les accueillent volontiers pour les retombées locales qu'elles apportent. Ce n'est pas un argument inventé de toutes pièces. Il y a des maires texans qui le défendent encore aujourd'hui. Sauf que le moratoire, décrété par Abbott lui-même, cet été est l'aveu implicite le plus clair possible que le système actuel a dérapé au point de menacer sa propre réélection. Si le modèle était vraiment équilibré, il n'aurait pas eu besoin de tout geler en pleine campagne. Ce n'est pas Trump qui a perdu le Texas. C'est le Texas qui a arrêté de croire Trump. Voilà où on en est. Le premier fil de cette histoire, celui des sondages et des témoignages, montre un effondrement de confiance. Le deuxième fil, celui des data centers, montre pourquoi cette confiance s'est effondrée précisément maintenant et pas il y a 2 ans. Ce sont 2 fils de la même corde et cette corde en ce moment est en train de craquer sous les pieds de Greg Abbott. Il y a aussi ce qui se passe au même moment du côté du parc national de Big Bend, près du canyon de Santa Elena. D'après le reportage sur le terrain relayé dans cette même émission, des bulldozers et des engins lourds du département de la sécurité intérieure ont commencé à arracher la végétation protégée pour prolonger le mur frontalier sans études environnementales ni culturelles rendues publiques, alors que moins de 1% des franchissements irréguliers de la frontière ont lieu à cet endroit précis. Ce n'est pas une allégation en l'air, c'est un chantier documenté et filmé sur un site que l'État du Texas lui-même présente comme joyau touristique. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'arrête dessus. Au moment même où Abbott plaide la prudence sur les data centers, son propre partenaire à Washington laisse détruire un parc national sans même justifier publiquement pourquoi. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement le sort électoral d'un gouverneur. Regardez la logique derrière ces exonérations. Greg Abbott a offert aux hyperscalers un cadeau fiscal massif sans exiger la moindre contrepartie sur l'eau, sur l'électricité, sur les communautés rurales. C'est exactement le même schéma qu'on observe ailleurs dans l'écosystème Trump-MAGA. Des cadeaux réglementaires massifs à des intérêts privés puissants, financés en silence par les factures des citoyens ordinaires. Le congressiste texan Greg Casar le résume d'une phrase simple pendant ce même reportage. Le coût de la vie au Texas est devenu mot pour mot impossible. Et cette phrase de Casar nous ramène directement au fil qui referme la boucle sur l'ensemble du mandat Trump, les tarifs douaniers. Souvenez-vous des promesses de janvier 2025. L'électricité allait baisser de moitié. L'essence allait passer sous les $2 le gallon. La guerre en Ukraine allait se régler en 24 heures. Tout allait devenir plus abordable dès le premier jour. On est en août 2026. Et ce qui s'est réellement passé, c'est documenté noir sur blanc. D'après une analyse relayée par CNN et Yahoo Finance cet été, environ 128 milliards de dollars de remboursement de tarifs douaniers ont été acceptés
dans le circuit administratif, depuis que la Cour suprême a invalidé une partie des droits de douane, dit du Libération Day en février, dont près de 100 milliards déjà effectivement versés. Apple a touché environ 2 milliards de dollars de remboursement sur un seul trimestre. Amazon, environ 600 millions. Ces remboursements vont exclusivement à l'importateur qui a payé la taxe au départ, jamais au consommateur qui l'a payé une deuxième fois à la caisse. Accrochez-vous, parce que le chiffre qui suit est celui qui referme vraiment la boucle. D'après une estimation du Comité économique conjoint du Congrès, les ménages américains ont absorbé plus de 231 milliards de dollars de coûts liés aux tarifs douaniers entre février 2025 et janvier 2026, soit environ 1 745 dollars par famille. Pendant ce temps, une proposition de remboursement de 600 dollars par personne, portée par un sénateur républicain lui-même, dort en commission depuis juillet 2025 sans le moindre co-signataire. Les grandes entreprises récupèrent leur argent en quelques mois. Les familles, elles, attendent un chèque qui n'arrivera jamais. Abbott n'a pas découvert le problème des data centers. Il a juste découvert qu'il allait perdre à cause de lui. Revenez avec moi à la question du départ. Ce chiffre de moins 21, celui qu'on a posé en ouverture, ce n'était pas un accident statistique isolé. Vous êtes venu pour comprendre un sondage surprenant dans un État rouge. Vous repartez avec la preuve que ce sondage est la conséquence directe et documentée d'un système entier, construit sciemment par Abbott et Trump ensemble, où les cadeaux fiscaux vont aux hyperscalers et aux multinationales, et où la facture, elle, atterrit systématiquement sur les mêmes personnes, les familles qui font la queue au centre de dons de plasma pour boucler leur fin de mois, les petits commerçants qui ferment, les écoles qui passent à 4 jours par semaine faute de budget. Ce sentiment que vous aviez que quelque chose clochait dans le discours officiel sur l'âge d'or économique promis par Trump, il était juste. Gina Hinojosa donne des chiffres précis sur ce que ça produit concrètement dans son État. Le Texas détient aujourd'hui le record du pays pour le nombre d'habitants sans assurance santé, le record pour les enfants non assurés, le record des coupures d'électricité pour factures impayées, et plus de 150 districts scolaires entiers fonctionnent désormais sur 4 jours faute de moyens. Voilà le bilan réel de 30 ans de contrôle républicain sans partage dans un État que Trump qualifie, lui, de modèle pour le reste du pays, avec une note qu'il s'attribue lui-même de 150 sur 100 lorsqu'on lui demande d'évaluer l'économie. Il a fait faillite avec plusieurs de ses casinos alignés côte à côte à Atlantic City, et aujourd'hui il donne à lui-même la meilleure note d'économie de l'histoire du pays. Ça inspire confiance. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas seulement une élection de gouverneur au Texas. C'est ce que Gina Hinojosa a directement mis sur la table dans cette même interview. Après l'affaiblissement du Voting Rights Act il y a quelques mois, les républicains d'Austin préparent un redécoupage électoral qui, selon elle, éliminerait 5 sièges démocrates au Congrès dès maintenant et 5 de plus dans 2 ans lorsque le Texas gagnera de nouveaux sièges grâce à sa croissance démographique. 10 sièges verrouillés d'avance par le même camp qui dessine les cartes. C'est pas de la maladresse. C'est une méthode documentée qui vise à décider un résultat électoral avant même que le premier bulletin ne soit déposé dans l'urne. Ça rappelle furieusement la grenouille qu'on plonge dans une eau tiède qu'on chauffe très doucement jusqu'à ce qu'elle ne sente plus le danger avancer. Sauf que, au Texas, en ce moment précis, une partie des électeurs vient justement de sauter hors de la casserole, et c'est exactement ce que mesurent ces sondages. Vous avez remarqué comme ce genre de détail, redécoupage électoral programmé, après la suppression des protections du droit de vote, disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes conservatrices. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. En restant sur les résumés de 30 secondes de Fox ou de Newsmax, ce fil-là vous échappe complètement, alors qu'il détermine littéralement qui contrôle le Congrès pour la décennie à venir. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Le moratoire d'Abbott sur les data centers n'annule aucun des contrats déjà signés, aucune des exonérations déjà accordées. C'est un geste de campagne, pas une réforme. Et pendant que cette question reste en suspens, ce sont les familles texanes qui absorbent le coût réel de l'électricité et de l'eau, pendant que les porte-paroles du gouverneur continuent, eux, de parler d'un Texas triomphant qui attire les investissements du monde entier. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras, sauf que là, les Texans n'ont même pas eu le tien. Gina Hinojosa, elle, propose une mesure concrète et chiffrée. $1 500 par foyer texan,
financé en partie par le fonds de réserve de l'État qui a gonflé bien au-delà de son niveau prévu, pour prouver, selon ses propres mots, que le gouvernement peut encore faire quelque chose de bien pour les gens qu'il représente. C'est pas anodin, ce qui se passe là. On a un État considéré acquis à vie par le camp Trump, où 3 sondages indépendants convergent vers le même effondrement, où un mouvement citoyen bipartisan porte un nom et un t-shirt, où un mari de 75 ans qui a voté Trump raconte publiquement l'arrestation de sa femme, et où le gouverneur lui-même est contraint de suspendre en urgence la politique qu'il a construite de ses propres mains. Ce n'est plus une anecdote locale. C'est un signal sur ce que peut devenir n'importe quel État jugé imprenable, quand la réalité économique finit par rattraper le discours. La vraie question qui reste ouverte, ce n'est pas de savoir si Abbott va gagner d'1 point ou en perdre un. C'est de savoir si le redécoupage électoral verrouillé d'avance à Austin va rendre cette question elle-même sans objet avant même que les électeurs texans n'aient eu leur mot à dire. Si vous voulez la suite de cette course, gouverneur, Sénat, et ce fameux redécoupage électoral qui pourrait changer le contrôle du Congrès pour 10 ans, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant parce que ce dossier ne fait que commencer.